J'ai compris. Et donc, il vient nous visiter depuis Paris et qui a un parcours un peu agro. Il a fait sa thèse ici à Montpellier et puis maintenant il travaille à AgroParisTech. Je te laisse peut-être te présenter un petit peu mieux. Eh ben, bonjour à tous et oui, merci beaucoup pour cette invitation. Donc, comme Christine disait, j'ai fait ma thèse ici à Montpellier. Alors, c'était sur la vigne et j'ai soutenu en 2014. Ensuite, j'ai travaillé, j'ai fait 2 ans de postdoc à l'Université du Nebraska aux États-Unis, où là, j'ai travaillé à des échelles un petit peu plus larges sur ce qui est trait à l'analyse de type yield gap, donc potentiel de production, surtout sur des grandes cultures dans différentes régions du monde, avec l'idée de discuter des problématiques liées à la sécurité alimentaire. Et ensuite, j'ai été recruté à AgroParisTech il y a 6 ans maintenant. Pour la partie recherche, je suis dans l'UMR Agronomie, donc, qui est une petite unité. On est une trentaine de permanents. On est basé à Grignon. On est en train de déménager à Saclay en ce moment. C'est en cours d'être fait. Voilà, une petite unité sur l'agronomie des grandes cultures de production végétale. Et pour ma part, je travaille sur l'impact du changement climatique sur les légumineuses en recherche. Et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui, parce qu'on a commencé à le faire sur le soja. Voilà. Et donc, on y va. Comment on fait? On prend les questions en cours, vous avez d'habitude, ou plutôt à la fin? Enfin, moi, tout me convient. Hein, donc, plutôt à la fin, sauf s'il y a vraiment des choses qu'il faut comprendre avant de continuer, mais généralement, c'est plutôt à la fin. OK. Voilà. Alors, on y va. Et du coup, ce que je vais présenter aujourd'hui, en fait, c'est un travail qui est collectif parce qu'il y a plein de collègues qui ont contribué. Alors, ce que je vais présenter, c'est surtout les 3 personnes en haut. Donc, c'est un travail que j'ai surtout fait avec David Makowski et puis un collègue du Japon, Toshi Izumi. Et puis, il y a un certain nombre de collègues qui ont contribué, ça, donc, que je mets ici, et qui ont aussi contribué, je dirais 2 mots sur les suites qu'on envisage sur ce travail. Ils sont intervenus là. Voilà. Et ce travail a été fait dans le cadre de 2 projets. Donc, CELAND, c'est un institut de convergence sur les questions de changement climatique et d'usage des terres, qui est en région parisienne et qui regroupe au moins une vingtaine de labos. C'est un projet qui dure 10 ans. On est à mi-chemin, donc qui est assez structurant. Et Lake Value, c'était un projet H2020 qui s'est fini il y a 1 an et demi maintenant. Et donc, voilà, qui a permis de financer tout ça. Alors, on y va et je vais commencer par dire quelques mots sur pourquoi est-ce qu'on a travaillé sur le soja. Et la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'en Europe, on importe énormément de soja et en fait, on dépend énormément des importations de soja puisqu'on importe à peu près 90% de ce qu'on consomme. On ne produit que 10% de notre consommation. Et en fait, on produit, pourquoi c'est comme ça? C'est qu'on produit assez peu de soja sur le continent européen. Ça représente moins de 2%. En 2016, c'était moins de 2% des surfaces cultivées qui étaient dédiées au soja en Europe. Et je fais une précision, quand je dis Europe dans tout ce travail, en fait, c'est le continent européen. Donc, en fait, ça inclut l'Ukraine, la Russie. Enfin, du coup, c'est une vision assez large qu'on a prise parce que quand on se pose des questions liées au changement climatique, c'est bien de regarder de manière un petit peu large parce qu'il y a des choses qui jouent à des échelles larges. Voilà. Donc, on produit très peu de soja. Le soja, on l'utilise beaucoup, en très très grande majorité pour nourrir nos animaux d'élevage. C'est à peu près 80% du soja qu'on consomme qui est à destination de l'alimentation animale. Et ce soja qu'on importe, on l'importe en majorité d'Amérique du Sud. Donc ça, c'est les flux de soja, d'importation de soja vers le continent européen en 2020. Donc vous voyez qu'on importe massivement d'Amérique du Sud, donc sur le Brésil, Paraguay, Argentine, mais surtout Brésil et Argentine, aussi un petit peu des États-Unis et du Canada. Et ça pose un certain nombre de problèmes. Et bon, il y en a un qui est bien connu parce qu'on discute souvent. Un des principaux problèmes, c'est ce qu'on appelle la déforestation importée. C'est-à-dire que la culture de soja en Amérique du Sud a énormément augmenté au cours des dernières décennies. Et en fait, cette augmentation s'est faite, pas complètement, mais en bonne partie au détriment d'écosystèmes naturels et ce qui génère de la déforestation. Alors, les dynamiques d'usage des terres, bon, là, on voit un champ de soja et puis la forêt à côté, donc on est bien sur ce front de déforestation. Et alors, les dynamiques d'usage des terres sont assez compliquées parce qu'il y a l'élevage qui rentre en compte, mais en tout cas, on a pas mal d'évidences qui montrent que la culture du soja génère une partie de la déforestation, pas tout, mais une partie de la déforestation.
Et donc, du coup, pour limiter ça, cette déforestation importée, l'idée serait d'augmenter la culture du soja en Europe, ce qui pose un certain nombre de questions. Est-ce que c'est possible ou pas? D'ailleurs, si vous vous souvenez, ça avait fait, juste avant le Covid, il y a eu des feux de forêt en 2019 assez importants qui avaient été beaucoup discutés, notamment parce qu'il y avait entre autres des raisons agricoles liées à ça. Et depuis ce moment-là, l'accord commercial qui était en discussion entre, je ne me souviens plus du nom du groupe de pays, entre l'Europe et plusieurs pays là, de cette région-là a été stoppé. C'était Emmanuel Macron qui avait dit que tant qu'il y avait autant de déforestation, ce ne serait pas possible de continuer les négociations. Donc il y a un vrai enjeu aussi économique à ce niveau. Et alors le soja, on en a peu, mais on en produit de plus en plus en Europe. Et là, vous avez un graphique qui montre depuis les années 60 jusqu'à, on doit être en 2018, les dernières années, l'évolution. Alors on met les surfaces, c'est pour les différentes légumineuses. En noir, c'est le soja. Et on met à 1 en 1960. Et donc, vous voyez que les surfaces de soja, elles ont été, par rapport à 1960, multipliées par 8, sont 8 fois plus importantes. Et cette augmentation-là, elle est très forte depuis à peu près le début des années 2000. Donc, on a très peu de soja, mais ça augmente très vite. Et c'est la seule légumineuse dont les surfaces augmentent en fait de manière très significative. Toutes les autres courbes, c'est les autres légumineuses. Et donc, le soja se distingue vraiment par cette dynamique qui est très forte. Alors, on s'attend à ce que ça continue. Alors, il y a plein de raisons qui expliquent ça, notamment le fait qu'on souhaite augmenter et plutôt acheter du soja qui est produit localement, qui ne soit pas OGM non plus, parce que la très, très grande majorité des surfaces en soja sont des surfaces OGM aux États-Unis et en Amérique du Sud. Et aujourd'hui, vous avez probablement dû voir animaux d'élevage, animaux nourris sans OGM. Et donc, ça inclut donc, du soja non OGM. Donc, il y a pas mal de facteurs qui contribuent à expliquer cette hausse et on s'attend à ce qu'elle continue au cours des prochaines années. Mais en fait, ce qu'on ne sait pas très bien, c'est où est-ce qu'on peut faire du soja en Europe, quel est le potentiel de production du soja en Europe et est-ce que le changement climatique va modifier ce potentiel de production. Pour vous donner un ordre d'idée, là, dans les dernières simulations de changement climatique dans le dernier rapport du GIEC, sur la période de culture du soja qui est en Europe à peu près de avril à octobre, à la fin du siècle, les augmentations de température, c'est de l'ordre de plus 4 à plus 7 degrés qui sont simulés. Donc, c'est vraiment énorme. Donc, on peut s'attendre à ce que ça modifie les choses. Donc, voilà. Donc, on ne sait pas très bien. Donc, nous, c'est la question qu'on a posée. Et puis ensuite, on a posé quelques sous-questions. Est-ce qu'on est capable, si on montre qu'il y a un effet du changement climatique, d'identifier quelles sont les variables climatiques qui sont responsables des changements? Est-ce qu'on pourrait même aller jusqu'à produire tout le soja qu'on consomme, à devenir autosuffisant en soja? Ou, alors c'est des niveaux pour donner, c'est pas forcément souhaitable ni réaliste, mais on pourra en rediscuter, mais ça permet au moins de donner des ordres de grandeur. Donc, on va regarder si jamais ce serait possible d'atteindre 50% ou 100% d'autosuffisance en soja. Et puis, est-ce que ça permettrait d'économiser beaucoup d'engrais azotés? Et comme le soja est une légumineuse, elle est généralement pas fertilisée en azote. Et donc, du coup, si on fait plus de soja et que cela remplace des cultures fertilisées en azote, ça permettrait des économies d'azote, ce qui pourrait être assez intéressant. Donc, voilà les questions qu'on a essayé auxquelles on a cherché à répondre. Alors, comment on a fait ça? En fait, on a combiné trois grands types de données. Le premier jeu de données, c'est un jeu de données mondial de rendement du soja qui a été produit par l'équipe du collègue japonais avec qui on a travaillé. Et je vous montrerai après à quoi ça ressemble. Mais en gros, c'est un jeu de données qui est intéressant parce qu'on a du rendement du soja tous les ans de 81 à 2011 et spatialisé à l'échelle mondiale dans les grandes zones de production. Donc, ça nous donne vraiment pas mal de données de rendement du soja. Et ça, on l'a combiné avec des données climatiques historiques produites par la même équipe sur la même période. Et celles qu'on a utilisées, on a pris des variables de température, minimum, maximum, la pluie, le rayonnement solaire et la pression de vapeur. Et puis, comme le soja est irrigué aussi souvent, on a rajouté une troisième source de données issue c'est ce qu'on appelle SPAM. En gros, c'est une carte qui donne aussi des rendements, mais ce jeu de données-là est assez intéressant parce qu'il permet de faire la distinction, de savoir combien de
soja irrigué et non irrigué dans un pixel. Donc, ça nous a permis de savoir quelle était l'importance du soja irrigué dans les régions. Alors, je vous montre à quoi ressemblent les données de rendement qu'on a utilisées. Donc, c'est ça. Alors, vous voyez que la couleur, c'est le rendement du soja de 0 à 5 tonnes par hectare. Et puis, on a tous les ans. Donc, ça fait pas mal de données. Ce que vous voyez ici, il y a plusieurs quand même, commentaires, c'est que la surface ne bouge pas. Donc, on est à surface constante. Ça, c'est le jeu de données qui est comme ça. Ce n'est pas représentatif de la réalité, mais voilà, la construction du jeu de données est comme ça. Donc, c'était une limite. Et on a relativement peu de soja en Europe parce qu'il n'y en a que dans le nord de l'Italie. C'était l'endroit en Europe où historiquement il y avait plus de soja. Mais là, dans cette base de données, il n'y en a même pas en France, alors que maintenant il commence à y en avoir. Quand même pas mal. Voilà, donc on a utilisé ça. Et ce qu'on a fait ensuite, c'est qu'on a modélisé donc, le rendement du soja. On a enlevé la tendance parce qu'avec le temps, les rendements ont tendance à augmenter parce que la génétique s'améliore, les pratiques s'améliorent, les agriculteurs deviennent meilleurs. Enfin bref, souvent on a une augmentation des rendements. Donc on a retiré cette tendance-là. Et ensuite, une fois qu'on a retiré cette tendance-là, on a modélisé le rendement en fonction des 5 variables climatiques que je vous disais. Et on les a pris à l'échelle mensuelle. Donc ça, c'était la température minimum moyenne du premier mois de la saison de culture. Donc, si on sème le soja en avril, c'était en avril, la température minimum moyenne qu'il en a l'air sur le mois d'avril. Et donc, sur les 7 mois de la saison de culture, pareil pour Tmax, la pluie, le rayonnement, la pression de vapeur. Et donc, ça nous a fait... donc, on a 5 variables climatiques fois 7 mois. Donc, on a 35 prédicteurs climatiques. Et puis, on a rajouté la fraction irriguée dans un pixel, qui nous faisait un total de 36 prédicteurs. Et ce modèle-là, on l'a ajusté avec différentes méthodes, des techniques de machine learning, donc les forêts aléatoires, random forest, des réseaux de neurones et d'autres. Et moi, ce que je vais vous présenter, c'est juste les résultats sur random forest, parce que ça a été de loin la méthode qui donnait les meilleurs résultats. Voilà. Et un point qui est important, c'est que donc on n'a pas du tout pris en compte tous les facteurs qui impactent le rendement du soja. Et notamment, il y en a 3 importants qu'on nommait. C'est la durée du jour. Le soja est sensible à la photopériode. C'est une plante qui a besoin de jours courts pour rentrer en floraison. Et là, on ne le prend pas en compte. Alors, je dirais 2 mots après sur est-ce qu'on pense que ça fait des incertitudes importantes sur est-ce que ça impacte les résultats de manière forte ou pas. On n'a pas de données sur le sol non plus. Alors, une des raisons pour lesquelles on n'a pas ça, c'est que la principale variable qu'il nous faut pour le sol, c'est la profondeur de sol pour avoir la réserve utile et la capacité à stocker l'eau. Et à l'échelle mondiale, on n'a pas de données qui sont de bonne qualité sur cette question-là. Donc, on ne l'a pas mis. Et on n'a pas pris en compte non plus l'effet de la concentration en CO2 dans l'atmosphère, ce qui aussi voilà, a des impacts. Et je reviendrai sur le fait qu'on ait omis ces facteurs-là à la fin. Alors, du coup, ce qu'on a fait, donc ça, c'est notre jeu de données de rendement. On a ajusté le modèle sur ces régions-là. Alors, on n'a pas pris toutes les régions où il y a du soja parce que on a considéré que dans les pays, dans les zones où le soja est vraiment une culture mineure, ce n'était pas super représentatif du niveau de rendement qu'on pouvait atteindre. Donc, on s'est concentré sur les zones de production majeures. Donc, on a ajusté notre rendement là et ensuite, on a fait des projections en Europe. Donc, on a ajusté sur l'Argentine, le Brésil, le Canada, la Chine, l'Inde, l'Italie et les États-Unis. Et donc, là, c'est les box plots des rendements qu'on a observés dans ces pays-là. Et on atteint ce qui nous intéressait aussi, à la fois des rendements, une gamme de rendements très faibles à des rendements très élevés, et des rendements très élevés, ce qui nous intéressait aussi pour savoir le potentiel qu'on peut atteindre. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, en fait, on a rajouté un autre truc parce que ce qu'on savait, c'était est-ce que c'était là où on faisait du soja, on arrivait à bien capter le climat qui permettait d'atteindre des rendements élevés du soja parce qu'on avait les données là où il y a du soja, mais on n'arrivait pas avec cette approche à capter le climat défavorable au soja. Et donc, on a artificiellement complété le jeu de données pour bien capter ce climat pas favorable au soja en allant aléatoirement prendre des points dans les zones climatiques pour lesquelles on sait qu'il n'y a pas de culture qui se fait, dans les déserts et dans les zones très froides. Alors, c'est ce qu'on a appelé les vraies absences.
et pour lesquels donc, on a pris ces points-là de manière à ce qu'il y ait, ça représente 20% du jeu de données final. Notre jeu de données final, il faisait à peu près 30 000 opérations de rendement, et on a attribué sur tous ces points verts-là rendement égal 0. Et ça a beaucoup amélioré les performances de la méthode, et parce que des fois, il n'y a pas de soja, mais ce n'est pas parce que le climat ne le permet pas, c'est parce que c'est d'autres raisons, des raisons économiques ou historiques. Et donc là, ça nous a permis vraiment de bien capter les climats où on sait qu'on ne peut pas faire de soja. Voilà. Et on a évalué le modèle. Donc ce qu'on a fait, on l'a fait de plusieurs manières. On a fait l'approche un peu classique par bootstrap, c'est-à-dire qu'on a tiré une partie, on a laissé de côté une partie du jeu de données, on a ajusté le modèle sur ce qui restait et on a prédit les données qu'on avait mis de côté pour prédire et faire la comparaison sur des données qui n'ont pas été utilisées pour l'entraînement du modèle. Et donc, quand on fait ça, alors on a fait ça avec 25 tirages, on arrive à ça. Et donc, on a une erreur de prédiction moyenne qui est quand même plutôt bonne, à 0,35 tonnes par hectare. Alors, ça peut paraître, ça dépend si on a l'habitude, c'est plutôt bon, et surtout quand on compare à des modèles de culture qui font plus de la physiologie, qui décrivent plus en détail les processus physiologiques, c'est quand même pas mal. Donc ça, c'était bien. Ensuite, on était content parce qu'on arrivait quand même à représenter bien la variabilité, à bien lier des rendements très faibles jusqu'à des rendements plus élevés. Et puis, globalement, ça s'alignait sur la droite Y égale X. Et donc, voilà, donc c'était plutôt satisfaisant, même si vous voyez qu'on sous-estime un petit peu les rendements élevés et on verrait qu'on surestime un peu les rendements faibles, bon, ce qui était un peu conservateur aussi, ce qui nous allait plutôt bien. Donc voilà, première approche, on était plutôt content. Mais ça ne suffisait pas parce qu'en fait, notre modèle, on va le projeter dans le futur et on va aussi le transfère dans un autre dans le futur et on le transfère aussi dans l'espace parce qu'on a juste le modèle pas en Europe pour le projeter en Europe. Donc, on a essayé d'évaluer ça, donc la transférabilité dans le temps. Donc là, on a découpé le jeu de données en deux, la moitié les plus ancienne et puis la moitié la plus récente. Et donc, on a ajusté sur d'abord la moitié la plus ancienne pour prédire la période la plus récente et puis l'inverse. Alors, vous voyez que la performance se dégrade un petit peu, mais ça reste quand même assez bon. Donc là, on était plutôt content. Et puis, on a essayé de regarder la transférabilité dans l'espace. Et alors là, c'était un petit peu plus compliqué, mais ce qu'on a fait, c'est que, alors regardez la carte, ça c'est tous les endroits où on a du soja. Ce qu'on a fait, c'est que on prend un pixel au hasard dans un pays et on va essayer de prédire ce pixel. Donc comme on a 30 ans, on a 30 valeurs de rendement pour ce pixel-là. Et on va ajuster le modèle sur le reste, mais en enlevant les pixels qui sont proches, de manière à assurer une distance minimum spatiale entre le jeu d'entraînement et le pixel prédit. Et on l'a fait avec plusieurs distances de 100 jusqu'à 3000 km. Et on a fait dans différents pays, dans 7 pays, et puis on a pris 10 pixels par pays. Et donc ici, ce que vous avez, c'est l'erreur moyenne de prédiction, donc il y a plusieurs valeurs. Et ce qu'on voit, c'est que plus la distance spatiale augmente entre l'endroit qu'on prédit et là où on a ajusté le modèle, plus l'erreur augmente. En fait. Et on voit qu'à partir de jusqu'à en gros 500 000, ça va, et puis au-delà, ça devient quand même vraiment élevé. Alors, il y a des cas, c'est vraiment pas bon, puis il y a d'autres cas où ça va, mais globalement, il ne faut pas prédire trop loin. Alors ça nous a un petit peu embêté, mais heureusement, on a un petit peu de soja dans le nord de l'Italie, dans notre jeu de données. Et donc là, la carte, elle vous montre la distance. Là, sur la carte, la couleur montre la distance au pixel qui contient du soja le plus proche dans le jeu de données qu'on a utilisé pour l'entraînement. Et en fait, on est quand même, si on regarde tout ce qui est à 1000 km, ça couvre quand même une bonne partie de l'Europe. Donc, tout ce qui va se trouver là, ça va. Et ce qui est un petit peu plus loin pour les projections après, il faudra quand même faire un peu attention à ce qu'on dit. Donc, heureusement qu'on avait un petit peu de soja dans le nord de l'Italie. Alors, je continue sur l'évaluation du modèle. Donc, les résidus du modèle, comme je vous le disais, ils sont plutôt, on surestime les faibles rendements et on sous-estime les rendements forts. Donc, ce qui fait que le modèle est un peu conservateur, mais nous, ça nous allait plutôt bien parce que ça permettait de borner un petit peu les projections. Et vous voyez que les résidus sont quand même largement centrés autour de 0. Et donc, voilà. Donc là, on était plutôt content. Et
le dernier truc qu'on a fait, c'est qu'on a regardé à la fois si jamais les résidus étaient en fonction de la latitude. Alors, il n'y a pas d'effet de la latitude, donc si on est très au nord ou plus proche de l'équateur. Ça, c'était important parce que, comme je vous l'ai dit, comme le soja il est sensible à la durée du jour, on s'attendait à ce qu'il y ait un effet de la latitude et qu'on soit moins bon dans les latitudes qu'on n'a pas beaucoup explorées. Et donc là, il n'y avait pas d'effet. On a regardé aussi si jamais le modèle avait des performances plus mauvaises quand il faisait plus chaud. Alors, on a regardé la température maximum moyenne durant la saison de culture et du coup, il n'y a pas d'effet. Donc, on n'est pas spécialement... le modèle ne fonctionne pas mieux dans des années froides ou des années chaudes ou des environnements froids et chauds. Et par contre, et c'est là le truc le plus intéressant et qu'il faut garder en tête, comme on a regardé aussi si le modèle était plus ou moins bon, avec des performances plus ou moins bonnes en fonction de la quantité de pluie. Et comme on n'avait pas l'épaisseur de sol et la réserve utile, là, on s'attendait à avoir quelque chose. Et du coup, c'est ce que vous voyez ici. En gros, ça, c'est les précipitations pendant la culture du soja. Et donc, plus elles sont élevées, plus les résidus sont autour de zéro, donc plus le modèle fonctionne bien. Et en fait, quand il ne pleut pas beaucoup, on a quand même, c'est tous les points gris là derrière. Et là, quand il ne pleut pas beaucoup, le modèle est quand même moins bon, ce qui est plutôt logique, vu qu'on n'a pas le sol. Et donc ça, il faudra le garder en tête parce qu'on se met quand même souvent dans une partie où on est en dessous de 1000 mm dans la saison. Et puis, on a regardé s'il y avait une interaction avec la température. Est-ce qu'on était meilleur en année sèche, donc peu de pluie, sèche et froide, ou sèche et chaude? Et là, en fait, il n'y en a pas vraiment. Donc, le modèle fonctionne bien. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que le modèle, il fonctionne quand même vraiment plutôt pas mal. Il ne faut pas projeter trop loin, s'éloigner trop dans l'espace par rapport à là où on avait des données, où on a entraîné le modèle. Et on est quand même moins bon dans les environnements où il ne pleut pas beaucoup. Mais globalement, c'était quand même pas mal. Et donc, on s'est dit que le modèle fonctionnait suffisamment bien pour qu'on puisse utiliser et faire des projections. Et les projections, on les a fait comme ça. On a utilisé, donc là, on se projette, on va faire des projections pour le climat historique et pour le climat futur. Et pour le climat futur, on a utilisé 8 modèles climatiques mondiaux, donc qui sont ceux qui sont utilisés par le GIEC, 2 RCP qui représentent 2 scénarios de changement climatique. 4,5, c'est un réchauffement moyen, et 8,5, c'est un réchauffement fort. Alors, on est plutôt sur la route vers le 8,5 aujourd'hui. Et puis, 3 périodes de temps. Donc, la période historique 80-2010, ce qui correspondait à notre jet de données de rendement. Et puis, les années en 2050 et puis à la fin du siècle. Dans tout ça, quand je vais vous présenter la suite, je vous présente le rendement médian. Donc, on a sur ces 8 modèles-là, pour un scénario de réchauffement climatique et puis une période de temps. Et on a gardé la saison de culture fixe d'avril à octobre, on pourra discuter aussi. Et, je crois que je ne l'ai pas mis, on fait des projections dans le cas de pas, on a fait l'hypothèse qu'il n'y avait pas d'irrigation. Ce qui n'est pas tout à fait réaliste non plus, parce que le soja, il est souvent irrigué, jusqu'à un petit peu. Mais on a fait ça parce qu'en fait, si on se projette dans le futur, après, ça pose des questions sur la disponibilité en eau pour l'irrigation. Et ça complique, on n'était pas vraiment capable de faire des hypothèses sur cette question-là. Ça nous permettait d'avoir des rendements un petit peu conservateurs. Vous voyez que le potentiel de production, malgré ça, il est élevé, donc ça fait que renforcer les conclusions qu'on a. Voilà, donc ça, c'était pour la méthode. Et maintenant, donc, les résultats. Ici, vous avez donc les cartes. Donc, c'est le rendement médian sur les différents modèles. Donc, pour le climat historique, ici, là, on est en 2050 avec le réchauffement moyen et le réchauffement fort. Et là, on est à la fin du siècle, 2090, réchauffement moyen et réchauffement fort. Alors, il y a pas mal de trucs à dire sur ces cartes. Et puis, c'est le rendement du soja entre 0 et 3,5 tonnes par hectare. La première chose, si on regarde le climat historique, on va regarder les zones où on projette un rendement qui est supérieur à 2. Alors, pourquoi supérieur à 2? Parce que c'était le rendement moyen en 2016 du soja en Europe. En 2016, on a 5 millions d'hectares de soja en Europe, à un rendement moyen de 2 tonnes par hectare. Les projections qu'on a là, si on calcule le nombre d'hectares pour lesquels on a un rendement supérieur à 2 tonnes par hectare, d'après ces projections-là, c'est plus que 100 millions. Donc, vous voyez qu'en fait, le potentiel il est énorme par rapport à ce qu'on cultive aujourd'hui. Et c'est vrai en climat historique, et ça reste vrai en climat futur.
Parce que si on calcule le nombre d'hectares pour lesquels il y a un rendement supérieur à 2 tonnes par hectare dans les projections, dans tous les cas, ça reste au moins 80 millions d'hectares. Ça ne descend pas vraiment en dessous. Donc, ce qui montre bien que le potentiel qu'on a, il est vraiment très élevé par rapport à ce qu'on fait actuellement et qu'en fait, ce n'est pas le climat qui limite la production de soja en Europe. Ça, c'est le premier truc. Et le deuxième, c'est que vous voyez que les zones les plus productives, en fait, elles se déplacent. Quand on avance dans le futur, elles ont tendance à monter vers le nord et se déplacer un petit peu vers l'est. Et ça, on le voit dès les années 2050. Alors, il y a peu de différence en 2050 entre les deux scénarios de réchauffement climatique. À la fin du siècle, dans le cas d'un réchauffement climatique moyen, ça change aussi peu par rapport à ce qu'on voit déjà en 2050. Par contre, dans le cas d'un réchauffement climatique fort, à la fin du siècle, là, ça bouge plus. Donc voilà, donc ces cartes, elles montrent deux choses principales. C'est on a un très fort potentiel de production du soja en climat historique et en climat futur, quel que soit le scénario de changement climatique. Et les zones les plus productives se déplacent vers le nord-est. Je vais quand même dire quelques mots parce que là, on fait des projections. Les projections qu'on fait ne sortent pas du domaine de validité, c'est-à-dire des gammes des prédicteurs qu'on a observés dans le jeu d'entraînement du modèle. On a regardé, par exemple, ici, on a la quantité de pluie sur les 7 mois de culture du soja. En blanc, c'est les valeurs qu'on a observées dans le jeu de données d'entraînement. Et puis après, les autres box-plots, c'est le climat historique et puis les différents scénarios de changement climatique. Et on a fait ça pour toutes les données, donc la pluie. Et puis là, vous avez été mine, la température mine et la température max. Et en fait, on a 0,03% des cas où on projette qui sont en dehors de cette gamme-là. Donc en fait, c'est hyper faible. On reste bien à l'intérieur du domaine de validité du modèle. Voilà, donc ça nous donne aussi confiance dans les projections. Et alors, parce qu'il y avait pas mal de questions, vous voyez, je reviens juste là, en fait, on projette des fois du rendement du soja assez élevé, assez au nord. Et du coup, on s'est demandé si c'était réaliste. Et en fait, on observe déjà, même si c'est faible, du soja à la fois chez les agriculteurs et dans certaines expérimentations au champ, assez au nord. Et c'est ce qu'on voit, les points verts, c'est l'enquête Lucas de l'Union européenne sur l'usage du sol. Et c'était en 2018, on a observé du soja chez les agriculteurs, vous voyez, facilement jusqu'au milieu de l'Allemagne, et même un petit peu au-delà. Et puis les points bleus, c'est des expérimentations au champ pour lesquelles il y a du rendement du soja qui a été très satisfaisant et qui a été obtenu. Donc, ce qui montre bien qu'on peut faire du soja assez au nord, a priori, donc c'est cohérent avec ce que le modèle dit. Ensuite, donc voilà, ça c'était la première question, où est-ce qu'on peut faire du soja? Est-ce que le changement climatique modifie? La deuxième question qu'on se posait, c'était quels sont les paramètres climatiques qui expliquent les évolutions qu'on voit. Et donc, pour répondre à cette question, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé, en fait, on a fait la différence entre ce qu'on projetait en 2050 et le climat historique. Et donc, il y a des zones où le rendement, là, il augmente. En fait, on a fait 3 groupes. Un premier groupe, plutôt dans le sud de l'Europe, où le rendement diminue de plus de 0,3 tonnes par hectare. Un groupe où le rendement augmente, au nord de l'Europe, de au moins 0,3 tonnes par hectare. Et puis un groupe au milieu où le changement il est entre les deux. Et donc, ça nous a fait ces 3 groupes. Et ensuite, on a essayé de voir, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de voir quelle était l'évolution, est-ce qu'il y avait une évolution différente du climat ici et là, pour essayer de discriminer ça. Et on a fait, pour ça, une analyse discriminante linéaire qui marche plutôt pas mal, qui nous a permis de bien séparer nos 3 groupes-là que je vous ai montrés, et les variables qui permettent de séparer ces groupes-là, elles sont ici, et c'est surtout ce qui est important de voir, c'est que c'est pas que, mais c'est quand même surtout des variables liées à la température. Donc ça nous a permis de montrer que les évolutions qu'on projetait, elles étaient surtout liées à un changement de température. Et ensuite, si on regarde de manière un petit peu plus précise, par exemple, là, j'ai mis Tmax en climat historique en 2050 pour le groupe qui a le rendement qui diminue et pour le groupe qui a le rendement qui augmente, pareil Tmin. Et je voudrais juste qu'on regarde ici
Pourquoi c'est les mois 3, 4, 5? Parce que c'est à ces moments-là qu'on a la période reproductive du soja, la floraison, la formation des graines. Et ce qu'on voit, c'est que le groupe 1, bon, dans les deux cas, ça augmente. Hein. Alors, les températures étaient déjà assez élevées en climat historique et elles se rapprochent des 30 degrés, elles augmentent, elles les dépassent un petit peu. Et pour le groupe 2, elles augmentent aussi, mais en fait, elles partent de plus bas. Et quand on regarde par rapport à ce qu'on sait des températures optimales de la croissance du soja, alors on a en fait la germination du pollen, passé les 30 degrés, quand on dépasse 30, enfin la température optimale, c'est vers 28-30. Et quand on dépasse, ça commence à avoir des effets négatifs. Et pour le développement foliaire, c'est plutôt vers 23-26. Dans tous les cas, il y a des max au-delà de 40 degrés, celui-là, il ne va pas bien du tout. Et donc, en fait, ce groupe-là, qui a le rendement qui décroît, vous voyez, on est déjà dans la zone optimale et on commence à la dépasser. Alors que dans le groupe 2, qui a le rendement qui augmente, ben, on se rapproche de l'optimal. Donc, c'est aussi cohérent par rapport à ce qu'on sait de la physiologie du soja par ailleurs. Et maintenant, je voudrais vous montrer un autre truc, parce qu'on a eu beaucoup de questions sur... Parce que dans ce modèle-là, on ne représente pas les processus de manière très explicite, hein, c'est vraiment des relations statistiques. Donc, on a eu énormément de questions sur est-ce que le modèle il a un comportement qui est cohérent par rapport à ce qu'on connaît. C'est pour ça qu'on a fait toute l'analyse avec les résidus que je vous ai montré. Et un autre truc qui nous a beaucoup conforté dans le fait que le modèle se comportait normalement, enfin avait du sens, c'est quand on regarde les effets partiels des variables, donc avec des partial dependence plots, entre le rendement et puis différentes variables. Et là, si on regarde d'abord la température max pendant le mois 1, donc au tout début du cycle du soja, et ben, le rendement décolle à partir de 4 degrés. Et en fait, 4 degrés, c'est la température de base de la germination des graines de soja, qui a été mesurée par ailleurs dans des expérienceurs complètement indépendantes. Donc le modèle a retrouvé ce seuil-là quasiment à l'identique sans qu'on ait mis aucune information a priori dedans. Et en fait, c'était le cas aussi quand on regarde les seuils pour la germination du pollen. On retrouve des optimums à 30 degrés avec des max à 40. Et donc, ça, c'était assez incroyable en fait, parce que le modèle a retrouvé vraiment sur la température, on peut sur toutes les variables, mais sur la température, des seuils de température qui ont été vraiment mesurés par ailleurs, et c'était cohérent avec ça. Donc ça, c'était assez, ça nous a vraiment conforté sur le fait que ça fonctionnait. Et la dernière question qu'on s'est posée, c'était donc, compte tenu de tout ça, est-ce qu'on a la capacité de produire tout ce qu'on... Quelle est la capacité de produire du soja? Est-ce qu'on peut produire tout ce qu'on consomme, la moitié de ce qu'on consomme? Et alors, du coup, ce qu'on a fait, c'est que je vais le représenter comme ça. Donc, ça, c'est les projections en climat historique. Donc, pour faire 50% de ce qu'on consomme, bah, c'est les aires qui sont assurées comme ça. Et 100%, c'est comme ça. Et là, vous voyez, du soja 1 an sur 3, parce que, alors je vous explique, en fait, on a fait quelques hypothèses pour faire ça. Comment on a sélectionné ces zones-là? On s'est dit qu'on pouvait mettre du soja que là où il y avait des cultures. Genre, on ne peut pas retourner une prairie permanente et la mettre en culture. Ce n'est pas autorisé. Enfin, on a des politiques qui visent quand même à conserver les prairies, donc on a enlevé ça. On a mis du soja d'abord là où il y avait les rendements les plus élevés. Et on a considéré différentes fréquences de soja dans les rotations, de 1 an sur 3 à 1 an sur 6. Pourquoi on a fait ça? C'est parce que si on met du soja trop fréquemment, ça peut poser des problèmes sur les bioagresseurs. Et en général, ce qui est recommandé, c'est 1 an sur 4. Donc, ce n'est pas de faire plus souvent que 1 an sur 4. Donc, on a pris ces différentes fréquences-là. Et donc, alors je vous montre en fait, bon, on ne va pas regarder tout en détail, mais en haut, vous avez en climat historique de soja 1 an sur 3 à 1 an sur 6, et en 2050, avec le réchauffement climatique moyen. En fait, je ne vais pas tout commenter, mais le message important, c'est que dans tous les cas, on a suffisamment de surface et des rendements suffisamment élevés pour produire tout ce qu'on consomme. C'est ça que ça montre. Ça nécessite de mettre des fois du soja à plein d'endroits, mais en tout cas, il y a quand même pas, même si c'est 1 an sur 6, c'est pour ça que ça s'étale plus, mais en tout cas, c'est possible. Qu'est-ce que ça représente en termes de surface? Là, donc, donc là, c'est des millions d'hectares de soja. En 2016, on avait 5 millions d'hectares, donc on était là. Les grandes barres bleues, c'est les surfaces qu'il nous faut
pour atteindre 100% d'autosuffisance, si on met du soja 1 an sur 3, sur 4, sur 5 ou sur 6. Et pour les différents scénarios en climat historique et en 2050, réchauffement climatique moyen et intense. Ce que ça montre, c'est que pour atteindre 50% d'autosuffisance, ce qu'il nous faut, c'est dédier 4 à 5% des surfaces agricoles au soja en Europe, ce qui n'est pas, en fait, pas si énorme. C'est 2 à 3 fois les surfaces qui sont en culture aujourd'hui. Par contre, si on veut aller jusqu'à 100%, ça représente 9 à 12% des surfaces cultivées en Europe, et c'est 5 à 7 fois les surfaces aujourd'hui. Et le dernier résultat qu'on a, c'est qu'on a essayé du coup de regarder si ça pouvait générer des économies d'azote. Alors, on va lire pareil. Là, c'est les économies d'azote 50% d'autosuffisance et si on va jusqu'à 100% d'autosuffisance. La surface supplémentaire qu'il faudrait mettre en culture en soja pour atteindre 50% d'autosuffisance, ça nous permettrait, ce qu'on estime, d'économiser 4 à 7% des utilisations d'engrais azotés en Europe, donc ce qui n'est pas très élevé, et ça monte quand même à 13 à 17% si on va jusqu'à 100% d'autosuffisance. Alors je vous explique rapidement comment on a fait pour arriver à ce résultat. En fait, on a combiné donc ces cartes où on avait dit voilà, si on veut avoir 100% d'autosuffisance, c'est ces zones-là où il faut mettre du soja, avec des cartes de taux de fertilisation moyenne. Et on a fait l'hypothèse que le soja remplace des cultures qui sont fertilisées, alors qu'il n'est pas fertilisé, qui ne remplace pas de manière, préférentiellement une culture plutôt qu'une autre. Et on a fait aussi l'hypothèse, c'est ça qu'on peut discuter, mais qu'il n'y a pas d'économie d'azote sur la culture qui suit le soja, ce qui n'est pas forcément, en fait, ça, c'est pas forcément réaliste. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est quand vous avez dans la rotation une légumineuse, par exemple, vous mettez une légumineuse avant un blé, vous fertilisez un petit peu, on recommande de fertiliser un petit peu moins le blé ensuite, et comme les résidus de la légumineuse sont assez riches en azote, ça enrichit le sol en azote, ça permet du coup de réduire un petit peu la fertilisation qu'on met sur la culture d'après. Mais ça, on ne l'a pas fait parce qu'il faudrait savoir quelle culture remplace le soja, laquelle suit, enfin bref, c'était compliqué et du coup, on ne l'a pas fait. Donc on sous-estime probablement un peu l'économie d'azote qu'on pourrait faire. Et le tout dernier point, puis après j'en ai fini avec les résultats, c'est qu'on a regardé quelles étaient les cultures qui étaient principalement présentes là où on projette beaucoup des rendements de soja assez élevés. Il y en a 4 qui dominent, le blé, le maïs, l'orge et le tournesol. Et donc c'est le blé qui domine, dans ces surfaces-là, c'est 40% c'est du blé, entre 14 et 31% c'est du maïs, 10-20% de l'orge et 7-15% du tournesol. Et ça c'est important, j'y reviendrai juste après dans la discussion. Voilà, donc j'ai fini pour les résultats. Donc ce qu'on a vu, c'est que, en fait, où est-ce qu'on peut faire du soja en Europe? En fait, on peut en faire à peu près partout, sauf aujourd'hui dans le nord-est, mais ça va s'améliorer avec le changement climatique pour cette région-là. Est-ce que le changement climatique a un impact? Bah oui, ça va déplacer les zones vers le nord-est. Les drivers climatiques de ces évolutions, c'était principalement la température. Combien il faut de surface pour atteindre 50% et 100% d'autosuffisance? C'est 5 à 12% des surfaces cultivées en Europe. Aujourd'hui, on est à moins de 2% de surface en soja. Est-ce qu'on pourrait économiser des engrais azotés? Oui, de l'ordre de 4 à 7% pour 50% d'autosuffisance, et ça monterait à 13 à 17% pour 100%. Et là où on projette des rendements élevés du soja, aujourd'hui, il y a surtout du blé, du maïs, de l'orge et du tournesol. Voilà pour les principaux résultats. Et du coup, je voudrais juste maintenant donner quelques mots de discussion et de perspective pour la suite. Alors d'abord, quelques points sur les méthodes. Là, on a utilisé du coup du machine learning pour prédire le rendement du soja et on pense que c'était assez intéressant parce qu'on arrive à avoir une performance de prédiction qui est bonne, en fait, et qu'on arrive à bien quantifier, ce qui n'est pas forcément toujours le cas avec d'autres approches plus mécanistes, et notamment à estimer ses transférabilités dans le temps, dans l'espace. Ces modèles-là, type Random Forest, ils sont assez intéressants parce qu'à la fois, on ne fait pas d'hypothèse a priori sur la forme des relations qu'il y a entre les prédicteurs, le climat, par exemple, et le rendement. On n'a pas besoin de définir cette forme-là comme on le fait si on a un modèle linéaire, par exemple. Et c'est des modèles qui
gère bien toutes les interactions qu'il peut y avoir entre les différentes variables et des interactions assez complexes. Et du coup, combiner des jeux de données de rendement à des échelles larges avec des jeux de données climat, c'est une approche qui est quand même assez intéressante pour étudier l'impact du climat et du changement climatique sur la production agricole. Donc ça change vraiment, enfin ça reste assez nouveau, ça va très vite en ce moment, il y a plein de choses qui se développent sur la question et du coup, voilà, c'est quand même assez intéressant. Alors les trucs qu'on n'avait pas pris en compte. Alors la première chose, ça, la capacité du sol à stocker l'eau, là on a une vraie limite. Et là on n'a pas trop d'autres choses que d'avoir des données. Et là c'est vraiment une vraie limite parce que autant la texture, le fait qu'il y ait de l'argile, du sable, le pH, on a un petit peu des données sur ces questions-là. Autant la profondeur de sol, c'est vraiment quelque chose qu'on connaît mal. Et qu'il faudrait, voilà, ce serait super d'avoir plus de données, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. La photopériode et la durée du jour. Donc, je vous avais dit, le soja, il a besoin de jours assez courts pour rentrer en floraison. Alors, les variétés, il y a plein de variétés différentes qui répondent différemment, mais quand même, il y a ce besoin-là. Et ça peut être un problème quand on monte vers le nord, aux latitudes, où les jours l'été sont très longs, ce qui retarde la rentrée en floraison. Et après, il n'y a plus forcément le temps d'arriver à maturité avant que l'hiver arrive, qu'il fasse trop froid. Alors, nous, on ne l'a pas mis. Alors, c'est un manque. Mais dans ce qu'on a vu, on considère que ce n'est pas un trop gros problème, dans la mesure où, en fait, ça devient un problème très au nord. Et en fait, les zones où on projette des rendements du soja élevé, elles ne sont pas très au nord. Donc, ça ne devrait pas faire une très grosse différence. Et le CO2, alors, on ne l'a pas mis parce que c'était compliqué. Après, ça fait des confusions d'effets avec le temps. Enfin, le soja, c'est une plante en C3. Et les plantes en C3, quand on regarde les dernières méta-analyses, et notamment sur le soja, on s'attend à ce que l'augmentation du CO2 ait un effet positif sur le rendement. Et donc, si on le prenait en compte, on pourrait s'attendre à ce qu'en fait, on projette des rendements encore plus élevés. Donc, on a probablement été un peu conservateur du fait de ne pas prendre en compte cet effet fertilisant du CO2. Voilà. Et puis, alors ça, c'est un autre truc. En fait, on a vraiment besoin de données de soja en Europe, parce que vous avez vu, c'est heureusement qu'on avait un petit peu de données en Italie, et sinon, on était un peu limité. Et du coup, ça, c'est un peu un problème, parce que si on veut essayer d'évaluer l'effet du changement climatique sur le déplacement des cultures, ça veut dire qu'il y a des cultures qui vont peut-être arriver dans des zones où elles ne sont pas cultivées aujourd'hui, mais on a besoin de données dans ces zones-là, donc on est toujours un peu dans un... Voilà, c'est toujours un peu compliqué. Alors, les expérimentations au champ peuvent être assez intéressantes et on a commencé à faire ça dans le projet européen que je vous mentionnais au début. On a collecté on a collecté des données d'expérimentation au champ pour le soja, mais aussi d'autres légumineuses en Europe. Et du coup, on va essayer de refaire ce qu'on a fait, mais avec plus de données locales, parce qu'on avait vu que c'était important d'avoir des données locales. Et voilà, juste 3 points, puis après, là, j'ai terminé. En fait, parce que là, on a regardé le potentiel lié au climat. Ensuite, est-ce que ce serait souhaitable, est-ce que ce serait faisable vraiment d'aller vers l'autosuffisance? Alors, il y a pas mal de choses qu'on peut dire. Un, c'est que, donc, comme on a un fort potentiel, si on fait plus de soja, oui, ça contribuerait à limiter la déforestation importée. Alors, pour vous donner des ordres de grandeur, on estime qu'il nous faut 9 millions d'hectares de soja de plus pour arriver à 50% d'autosuffisance. Et ça représente 40% de la surface de soja en Argentine. Donc, c'est beaucoup, en fait. Les ordres de grandeur sont beaucoup. Donc, si il y avait un très fort développement du soja, ça pourrait avoir des effets sur les échanges internationaux pas négligeables du tout. Donc, ça pourrait contribuer, même si c'est plus compliqué, ces dynamiques d'usage des terres. Voilà. Ça permettrait aussi de diversifier nos systèmes de culture qui, en Europe, sont très centrés sur les céréales. Et ça a plein d'avantages sur la régulation des bioagresseurs, notamment la stabilité des rendements, la qualité du sol, etc. Les économies d'engrais azotés dont j'ai parlé. Et puis, le soja, c'est aussi une culture qui est très peu fertilisée. C'est quasiment la moins fertilisée, traitée. C'est quasiment celle qui a l'intensité de traitement la plus faible parmi les grandes cultures. Donc là aussi, il y aurait peut-être des choses assez intéressantes et de la réduction de l'usage des pesticides. Par contre, on peut se poser la question de la demande en eau. C'est une culture qui se fait l'été, qui est déjà un petit peu irriguée. Et donc, très forte augmentation des surfaces en soja. Il y a probablement une augmentation de la demande en eau d'irrigation. Ça, on a commencé des travaux pour essayer de quantifier ça. Et puis, ça, c'est plus pour remettre dans le contexte, mais
ça reste, quand on discute de ça, là, on n'a pas questionné avec ce travail la place des animaux, l'élevage dans le système alimentaire, parce que cela reste quand même majoritairement destiné à l'alimentation animale. Et le dernier point, c'est que, donc, je vous disais, si jamais, en fait, vraiment, les ordres de grandeur sont importants, à la fois par rapport aux échanges internationaux, mais aussi en Europe. Si jamais, voilà, les 9 millions d'hectares qu'il faudrait pour atteindre 50% d'autosuffisance, ça représente 15% de la surface en blé en Europe. Donc, voilà, vous imaginez que si on remplace que du blé, on perd 15%, on met du soja que à la place du blé. Ça ne se passera pas comme ça, mais quand même pour donner les ordres de grandeur, ça aurait un impact très fort en fait, sur la production de blé à l'échelle de l'Europe. Ce qui, dans les contextes surtout actuels avec la guerre en Ukraine, c'est un peu, voilà, ça pose question. Surtout qu'il y avait du tournesol aussi dans les endroits où on prélève du rendement du soja. Donc la question de qui va remplacer qui, quelle culture sera remplacée par du soja, elle va être hyper importante, notamment pour la question d'eau d'irrigation. Si vous remplacez un maïs irrigué par un soja irrigué, peut-être que l'augmentation de la demande en eau n'est pas si forte, voire même elle peut baisser un peu. Si vous remplacez un blé d'hiver non irrigué par un soja irrigué, ça peut changer. Voilà, donc ça va être vraiment une question clé. Et du coup, dans les trucs qu'on aimerait bien creuser ensuite, donc il y a cette compétition pour les surfaces qui est importante. Et un des trucs qu'on aimerait bien faire, c'est de regarder si jamais en faisant des cultures associées type intercropping, ça pourrait permettre justement de limiter un peu cette compétition pour l'usage des terres. Par exemple, quand vous associez en banc des cultures du maïs et du soja, c'est une des associations qui a les land equivalent ratio pour ceux qui connaissent les plus élevés, et donc qui permettent d'économiser des terres. Donc on va essayer de regarder ça. Et puis désolé, du coup je fais un peu de pub, mais on recrute un postdoc là-dessus, donc si vous connaissez quelqu'un qui est intéressé sur ce thème-là, on est en train de rechercher quelqu'un. Voilà, j'ai terminé. Excusez-moi si j'ai été un peu long. Voilà, merci pour votre attention. On a quelques minutes pour des questions. Oui. Bon, bravo, c'était super. Des analyses. Je pense que maintenant, c'était bien aussi d'additionner, de complémenter avec les marques d'établissement des principaux ravageurs de la soja. Bon, c'est une chose, c'est un autre travail, mais c'est très intéressant de regarder le côté bioagresseur. Oui, je suis tout à fait d'accord. Ce serait intéressant, surtout qu'avec le changement climatique, il y a peut-être aussi un effet. Et on n'a pas commencé à travailler sur cette question, mais je reconnais que ce serait intéressant. Et même l'effet de, je ne sais pas quels sont les principaux ravageurs de la soja qui sont déjà ici, peut-être quelques leptoptères, les nématodes qui sont très importants pour la soja en Amérique du Sud, par exemple. Voir un peu les côtés bioagresseurs par rapport à la soja. Oui, je suis d'accord, surtout qu'en plus, si jamais il y a des phénomènes de concentration du soja dans certaines zones, c'est vrai que ça va poser des questions. C'est super important aussi pour penser à la succession des soja avec des autres cultures qui sont possibles d'être utilisées pour éviter les ponts verts de nos cultures qui est plante haute pour un ravageur et qui pourrait être plante haute pour autres ravageurs aussi. Et juste une petite observation, parce que je viens du Brésil, d'une région productrice de soja. Bon, la soja a occupé tout le centre du Brésil, hein, a détruit un biome qui est presque tellement divers comme l'Amazonie en diversité, que sont les savanes au centre du Brésil. Pratiquement, c'est un biome vraiment menacé à cause de l'expansion de la soja. Mais en Amazonie, je vois que c'est un peu différent, parce que le sol amazonien, il ne va pas supporter plusieurs années de culture de soja. Tu as montré une région, au Mato Grosso, oui, cette région, peut-être, c'est une limite
qu'il y a une pression de la soja, mais pas que de la soja, du coton, du maïs, sur la forêt. Mais je vois que le principal problème vraiment pour la déforestation, c'est l'expansion des pâturages et d'exploitation d'or et d'autres minéraux. C'est vraiment un problème. Mais je suis d'accord, il faut mettre pression pour les pays. Je pense que c'est très bien si l'Europe reste. Oui, c'est vrai que ce n'est pas le seul driver. Mais je ne vois pas exactement la soja comme une menace à la forêt. Il y a d'autres facteurs qui sont tellement plus importants. Ouais. Peut-être dans la région que tu as montrée, oui. Oui, probablement pas partout. Et c'est vrai que c'est un facteur parmi d'autres. Oui. Juste un commentaire, vraiment, parce que c'est ma impression. Bon, j'ai travaillé plusieurs années là-bas, je connais bien l'agriculture, c'est ça. Denise, elle travaille sur les ravageurs de culture. Peut-être que tu auras occasion de discuter à la fin de l'après-midi, si tu es là. Oui, je suis. Ah oui, volontiers. En complément, dans le nord de l'Argentine, c'est beaucoup de déforestation du soja. Et ils font beaucoup de semis directs sur des forêts sèches qui coupent. Et puis, c'est des herbicides avant de faire le semis. Tout est mort. Il n'y a que le soja qui pousse, semis direct. En fait, cette technique-là, alors peut-être qu'après, ils ne traitent pas le soja. Et donc, tu disais à un moment, le soja, il est très peu traité. Mais comme ils ont tout tué avant, tu vois, c'est. Est-ce que vraiment le soja n'a pas besoin d'être traité dans d'autres contextes où on ne va pas faire du semis direct? Parce que c'est pas la culture. Ça. Oui, en Europe, en France en tout cas, parce que j'avais les données en France. C'est vrai que sur les autres pays, je ne sais pas. En France, il est très peu traité le soja aujourd'hui. Et je crois qu'il faut regarder, je sais plus comment ça se répartit par rapport à herbicides, fongicides, mais c'est vraiment peu. Alors peut-être que ça changera et qu'il y aura d'autres biogasseurs. C'est peut-être pas du tout pareil en Argentine, par exemple. Je ne me rends pas compte les niveaux de... Là, je n'ai pas en tête les niveaux d'utilisation d'herbicides, par exemple, qui peuvent être plus élevés. Je suis d'accord avec l'impact. Oui, c'est une région différente. Au centre du Brésil, l'expansion de la soja, c'est un vrai désastre écologique pour un biome qui c'était hyper riche, hyper divers. Sur les deux côtés, non, le développement économique et l'impact environnemental. Bon, après, c'est pas parce qu'on fera. Enfin, après, bon, c'est aussi une manière d'introduire un peu les enjeux, mais c'est vrai que c'est pas si on fait beaucoup. Enfin, ça contribuera, mais ça changera pas tout de faire plus de soja en Europe. Je crois, il me semble que 20% des exportations de soja d'Amérique du Sud, mais ça, c'est tous les pays confondus, c'est vers l'Europe. Donc, en fait, il y en a plein d'autres qui vont vers la Chine aussi, notamment. Donc, tout ne se jouera pas du tout qu'en Europe. Ça peut contribuer. Et sinon, pour poser le problème de l'autre côté, parce que là, tu as parlé que la plupart du soja est importé, etc., mais quelles sont les principales cultures qui sont consommées en Europe? Tu vois, c'est l'autre face de la monnaie. Parce qu'en fait, au niveau des besoins, il va falloir prioriser. Par exemple, si c'est le blé qu'on consomme le plus, il va falloir mettre en priorité le blé versus le soja versus le maïs, etc. Donc, l'enjeu au futur, c'est d'un côté de planifier cette conversion quelque part en priorisant les consommations, les besoins. Et il y a aussi la barrière culturelle, parce que j'imagine que d'aller proposer à un agriculteur de remplacer son blé ou de remplacer son vignoble par autre chose, ça pose quand même des barrières culturelles importantes. Oui, ça pose des questions.
Donc déjà, est-ce que tu sais s'il y a une sorte de système de planification de culture Non, il n'y a pas. Il n'y en a pas du Non, tout. non, ça se fait dans les agriculteurs décident ce qu'ils mettent. Et après, c'est beaucoup de considérations. Enfin, il y a des considérations économiques dont je n'ai pas du tout parlé. C'est une autre limite. Enfin, on monte des rendements. On a pris ce seuil de 2 tonnes par hectare parce que ça avait du sens sur le rendement moyen, mais c'est clairement pas suffisant parce que on ne dit pas du coup si c'est rentable et surtout si c'est plus ou moins rentable économiquement par rapport à d'autres cultures. Et ça, on n'a pas pu le regarder là. Alors, ça fait partie des choses qu'on aimerait bien creuser ensuite, ce qui demande d'aller un petit peu dans autre chose. Je pense que ça devrait passer par notamment des incitations économiques. Alors, le soja n'est pas trop mal placé parce qu'il y a une demande qui est assez forte. La culture est quand même, comme c'est une culture majeure, c'est mineur en Europe, mais c'est une culture majeure à l'échelle mondiale, qui est quand même plutôt bien connue. Il y a eu beaucoup d'efforts de sélection. Même s'il y a de la sélection qui est en cours en Europe, on n'a pas forcément encore toutes les variétés les mieux adaptées, mais surtout vers le nord. Mais ça, à mon avis, ça va changer. Et en plus, on en consomme beaucoup, donc il y a un marché qui est énorme. Donc, alors, en France, par contre, de ce que j'ai pu voir, mais là, je ne connais pas suffisamment bien, j'ai l'impression que c'est rentable, le soja est rentable quand on peut irriguer, dans une grande majorité des cas. Donc, il va y avoir aussi cette question-là de l'eau. Donc, je pense que ça va beaucoup passer par ça, par le fait qu'il y ait des débouchés rémunérateurs, en fait, qui se mettent en place. Et après, vous avez essayé de voir les modèles pour les pays où les vous avez produits, parce qu'ici, avec le changement climatique, la productivité, ça explose au Brésil, peut-être avec moins de terrain là-bas, qui va importer, et ça va, pour les résolu. C'est presque impossible que c'est le cas, mais vous avez... non, alors on n'a pas regardé ça, c'est vrai. Et c'est une très bonne question. Est-ce que l'impact du changement climatique sera aussi positif ailleurs qu'il peut l'être en Europe pour le soja? On n'a pas regardé, ce serait très intéressant de regarder, c'est vrai. Est-ce que, à mon avis, ça peut modifier les équilibres commerciaux, parce que s'il y a des régions qui gagnent, d'autres qui perdent, ça peut bouger, mais c'est vrai que il faudra regarder. Là, je ne sais pas, c'est une très bonne question. Ouais. Notamment en Argentine, tu vas avoir tout le sud de l'Argentine qui va potentiellement devenir favorable. Ils vont déjà, quoi. Ils font déjà. Ouais, très bonne question. Et alors après, est-ce que ça le fait, par exemple, si en Argentine, le climat devient plus favorable à la production de soja, est-ce que c'est une bonne chose pour limiter la déforestation? Alors, il y a toujours deux visions. À la fois, ils disent oui, parce que pour produire autant, il y a besoin de moins de surface. Et puis, il y a l'autre manière de voir. Du coup, c'est plus rentable, donc en fait, on en fait plus, quoi. Voilà. Ouais. Ceci dit, en ce moment, avec les prix du soja, des céréales, enfin les prix agricoles qui sont hyper hauts, en ce moment, à mon avis, ça va plutôt favoriser l'expansion des cultures. Est-ce qu'il y a une filière en France Oui, il y en a. Ouais, il y en a. Alors, il y a des. Alors, je ne connais pas très, mais je sais qu'il y en a parce qu'il y a du soja qui se fait déjà. Et alors, ce qu'il faut pour le soja, parce que pour qu'il soit dans l'alimentation animale, il faut le presser, il faut le triturer pour extraire l'huile d'un côté et les protéines de l'autre. Et donc, il faut qu'il y ait ça. Mais ça se met en place et je pense que c'est clairement pas la légumineuse pour laquelle c'est le débouché le plus compliqué. Même si, alors après, quand on discute un peu avec les collègues de Terra Innovia là, qui nous disaient qu'il y a plusieurs manières parce qu'on peut le vendre à la coopérative qui va le remettre sur le marché de l'alimentation animale. Mais il y a aussi des agriculteurs, notamment qui ont aussi des animaux, qui ont les deux, les cultures et l'élevage, qui utilisent le soja pour autoconsommation pour leurs animaux chez eux. Et donc là, c'est aussi deux manières de faire. Denise, une question méthodo. Désolée, je suis ignorante de la méthodologie que tu as utilisée, machine learning. Mais les autres approches de niche modeling sont déjà un peu dépassées. Par exemple, Maxent, les autres Climax, les autres
approche des prédictions des niches. Alors, Random Forest, comparatif des méthodologies. Alors, il y a plusieurs trucs. Non, elles ne sont pas dépassées. Moi, j'ai lu beaucoup de choses. En fait, on s'est beaucoup inspiré de la littérature sur les modèles de niche et de distribution d'espèces parce qu'ils étaient beaucoup plus avancés sur ces questions-là que c'est des applications en agronomie. Est-ce que Maxent marche mieux que Random Forest? On ne l'a pas testé, donc là, je ne sais pas dire. Je ne suis pas sûr, mais voilà. Alors après, nous, il y avait plusieurs choses. C'est ce qui nous intéressait, c'était de modéliser le rendement, parce qu'on voulait pouvoir à un moment transformer en quantité produite, en surface. Et du coup, il faut voir, selon les méthodes qu'on a, parce que je sais que souvent, des fois, ça finit par être... les niches, il y a cette espèce d'indice de suitability qui est entre 0 et 1. Et en fait, ça, nous, c'est intéressant, mais on manque un peu. Il faut qu'on puisse modéliser le rendement. C'est ça qui a fait qu'on a été vers ce type de modèle. Pour compléter cette réponse, en fait, en niche modeling, on utilise Random Forest parmi une batterie de différents types de modèles. Les modèles que j'ai faits pour Tetranicus evansi et les autres Tetranychidae, ils utilisent entre autres Random Forest, mais aussi une batterie d'autres choses. Ouais. Et on modélise les présences-absences. On ne modélise pas les abondances relatives ou les abondances. Donc, ça fait deux grandes différences. Après, Maxent versus les autres, ça dépend aussi si tu as de vraies présences-absences ou si tu as que des présences. Maxent, en général, ça marche très bien quand tu as des présences. Mais si tu as des présences et des absences, il vaut mieux utiliser quelque chose d'autre. C'est difficile, vrai. Ah oui, c'est relatif. Qu'est-ce que tu définis comme un vrai? C'est difficile. Oui, c'est compliqué. Nous, on l'a contourné un peu en mettant du soja dans le désert, en disant qu'il n'y a pas de rendement. Mais ça a été vraiment au début, sinon le modèle, il disait des trucs bizarres. Les premiers tests qu'on avait faits, il projetait du rendement hyper élevé en plein milieu du Sahara. On s'est dit, ça ne va pas. Et il n'a pas dû voir les conditions qui font que ça ne fonctionne pas. Et c'est comme ça qu'on a fait. Et là, ça a été beaucoup plus cohérent ensuite. Bon, je pense qu'il va falloir finir parce qu'on doit être de retour à 1h pour le comité de thèse. Ah oui, c'est vrai. Fanny. Et ben, merci. Et puis, voilà. Et ben, merci. Si le comité finit pas trop tard, on passera te voir.